Tu te tiens dans les rangs et tu comprends déjà que ce qui va arriver maintenant ne sera ni un cri, ni un sermon, ni le visage sévère de commandant pour la forme. C'est pire, bien pire. L'air du camp est lourd, chargé d'un goût de fumée, de sueur, de cuir humide et de poussière. Cette poussière qui, au fil du jour, s'est incrustée dans les cheveux, dans les plis des vêtements, dans les gerçures des lèvres. Tes épaules te lancent après la marche. La plante de tes pieds brûle sous les sandales. Ton ventre se tord de faim. Et dans ta tête, il n'y a plus qu'une seule pensée sourde, presque animale. Tenir jusqu'à la nuit, jusqu'au repas, jusqu'à ce court sommeil. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de sommeil, parce qu'un homme a enfreint une règle. Et maintenant, toute l'armée doit voir ce qui arrive à ceux qui oublient à qui appartient leur corps. C'est ici qu'il faut briser la belle image du légionnaire romain. On te montre souvent Rome comme une machine de gloire, des rangs impeccables, l'éclat du métal, les aigles, les cris de victoire, la fierté d'une grande armée. Mais l'intérieur réel de cette machine avait une autre odeur. Elle sentait la peur. Pas seulement la peur des barbares, des flèches, des lances et des embuscades. Aussi la peur des siens, la peur de l'officier qui a remarqué une faiblesse, la peur des compagnons d'armes qui, en cet instant, ne regardent pas l'ennemi, mais toi. La peur d'un châtiment qui ne doit pas seulement faire mal, mais graver dans la mémoire de tous une idée simple. Dans l'armée romaine, l'ordre compte plus que l'homme. Voilà la vérité désagréable qu'on cache d'ordinaire derrière le mot « discipline ». La discipline de Rome ne reposait pas sur la noblesse, ni sur de grands discours sur le devoir, ni sur l'idée que chaque soldat rêvait d'être un rouage parfait de l'Empire. Elle reposait sur une pression constante, sur l'humiliation, sur l'inéluctabilité de la punition, sur la sensation de vivre à l'intérieur d'un système où tu ne possèdes même pas le droit à l'erreur. Pour un homme moderne, enfreindre les règles entraîne souvent une amende, une remontrance, un entretien, parfois un licenciement. C'est désagréable, mais tu restes toi-même. Maintenant, arrache toi-même ce luxe. Dans l'armée romaine, ton erreur pouvait te transformer en viande offerte à l'exemple. Pourquoi, au juste, pouvait-on être puni? Pour presque tout ce qui sapait les rangs, pour s'être endormi en faction, pour avoir perdu son arme, pour lâcheté face à l'ennemi, pour fuite, pour refus d'obéir à un ordre, pour rupture de formation, pour vol, pour une bagarre, si elle ébranlait l'ordre, pour tout ce qui, par faiblesse ou par bêtise, rendait l'armée moins prévisible, moins gouvernable, moins dure. Rome n'était pas inflexible parce qu'elle était particulièrement rancunière. Elle l'était parce que la moindre fissure dans un système militaire devient vite une brèche. Un homme fuit, d'autres fuiront. Un homme s'endort, la nuit on en égorgera des dizaines. Un homme perd son bouclier, demain la ligne pliera. Aux yeux de Rome, une faute n'était presque jamais seulement ton affaire personnelle. C'était une menace pour tout le mécanisme. Et c'est pourquoi le châtiment, lui aussi, n'était presque jamais personnel. On en faisait un spectacle. Te voilà à regarder un homme qu'on fait avancer devant tous. Il est comme tous les autres. Les mêmes vêtements couverts de poussière, la même puanteur de longues marches,
les mêmes pieds meurtris, la même peau épuisée sur le visage. Hier encore, il mangeait à côté de toi, portait la même charge, creusait le même fossé, se tenait dans le même rang. Et maintenant, il n'est déjà plus un camarade. Il est devenu un exemple. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus ignoble dans le système punitif romain. Il savait transformer instantanément l'un des siens en étranger. Il savait retrancher le coupable du corps commun de la Légion et l'exposer à tous comme un morceau pourri qu'il faut montrer avant de le jeter. Tu vois les visages se tendre autour de toi. Personne ne veut croiser son regard trop longtemps, parce que chacun comprend. À sa place, cela aurait pu être n'importe qui. Dans une armée qui vit à la lisière de la fatigue, de la faim et de la peur, se tromper est plus facile qu'on ne le croit. On peut s'endormir en faction, non par bassesse, mais parce que le corps cède. On peut perdre une partie de son équipement, non par trahison, mais parce que les doigts n'obéissent plus sous le froid et l'épuisement. On peut hésiter sous un ordre, non par rébellion, mais parce que la tête bourdonne encore après la bataille. Mais le système romain se soucie peu de tes raisons intérieures. Une seule chose l'intéresse. As-tu préservé l'ordre ou l'as-tu brisé? Et c'est là que commence la partie la plus sombre de cette histoire. L'armée romaine ne punissait pas seulement un acte, elle brisait jusqu'à l'idée même qu'un soldat puisse avoir un espace pour la faiblesse. Tu n'as pas le droit d'invoquer la douleur, la fatigue, la faim, la peur. Tout cela existe, mais rien n'est admis comme excuse. Ton corps peut trembler, ton dos peut brûler, tes yeux peuvent se fermer d'eux-mêmes, ton ventre peut se tordre de vide, mais si tu es dans les rangs, tu dois être une fonction, fiable, prévisible, docile. Et si ce n'est pas le cas, on te corrigera par la douleur, ou on te détruira. Voilà pourquoi le soldat romain vivait entre deux dangers. À l'extérieur l'attendait l'ennemi, à l'intérieur, la loi de l'armée. Et parfois, la peur intérieure était plus proche, plus sensible, plus réelle encore. L'ennemi, peut-être, tu ne le verras pas aujourd'hui, mais le châtiment pour avoir enfreint un ordre peut t'atteindre avant le coucher du soleil, sous les yeux de tous, sous un ciel poussiéreux, parmi les hommes avec qui tu partages la nourriture et la couche. Ce n'est pas simplement de la cruauté, c'est une forme particulière de pouvoir, où l'homme sent constamment sur lui la main froide du système. Et pourtant, c'est précisément cela qui rendait la Légion si solide. Non pas parce que les Romains étaient plus bienveillants envers les leurs, non pas parce qu'ils comprenaient mieux l'honneur, mais parce qu'ils avaient compris très tôt une vérité sale. Une armée tient non seulement par le courage, mais aussi par la peur d'être puni pour son absence. Le soldat romain marchait en avant, non pas toujours parce qu'il ne craignait pas la mort. Parfois, il avançait parce qu'il savait trop bien ce que les siens pouvaient lui faire pour un pas en arrière. Et ce n'est que le début. Car les châtiments mêmes par lesquels Rome enfonçait l'ordre dans la chair du soldat étaient encore plus sombres qu'ils ne paraissent de loin. Écrivez en commentaire ce qui vous frappe déjà le plus. La cruauté du système elle-même, la transformation publique d'un camarade en exemple pour tous, ou l'idée que le soldat romain craignait non seulement l'ennemi, mais aussi sa propre armée. Rome savait punir de telle sorte que la douleur ne soit pas ressentie par le seul coupable. C'est là que résidait la véritable inventivité froide de son système militaire. Tu pouvais voler, t'endormir en faction, perdre ton arme, désobéir à un ordre, fléchir devant la ligne, et le châtiment s'abattait sur ton corps. Mais sa véritable cible était plus vaste.
Il devait se glisser sous la peau de tous ceux qui regardaient, pour que, le soir, en s'allongeant sur une litière dure, l'homme ne pense ni à la gloire, ni au devoir, ni même à l'ennemi, mais à ce qui lui arriverait un jour, s'il venait à vaciller. Imagine cela non comme le mot abstrait « punition », mais comme une procédure réelle, poisseuse, humiliante. Tu te tiens devant les tiens. La sueur coule dans ton dos sous l'étoffe grossière. L'air est épais, chargé de l'odeur de poussière, de fumée, de vin aigre, de fer et de corps depuis longtemps non lavés. La peau de ton visage est tendue par la honte, aussi fort que les courroies sur tes épaules pendant la marche. Et autour de toi, il y a ces hommes avec qui tu as mangé, creusé, marché, gelé, sué, et qui regardent maintenant comment on va t'arracher le droit de rester une part des rangs. Pas forcément par la mort, du moins pas tout de suite. Parfois Rome était bien plus habile. Parfois, elle voulait que tu vives et que tu portes sur toi la honte. Voilà ce qu'il est particulièrement important de comprendre. Le châtiment dans l'armée romaine frappait non seulement la chair, il frappait la place de l'homme parmi les autres. Et pour un soldat vivant dans la promiscuité, dans le rythme commun, dans la dépendance constante envers le rang, cela revenait presque à un coup porté à la colonne vertébrale elle-même. On pouvait te priver d'une part de ta ration. Alors, la faim cessait d'être un simple désagrément quotidien pour devenir une torture officiellement prescrite. Sur fond d'alimentation déjà maigre, cela signifiait que toute la journée, en toi, cela tirerait, vrillerait, brûlerait de vide. Tu marcherais, creuserais, porterais, monterais la garde avec un estomac qui semble se digérer lui-même. Pour un homme d'aujourd'hui, sauter un repas n'est qu'un petit contretemps. Pour un soldat en campagne, cela devenait un rappel lent et d'une clarté parfaite. Tu as fauté, et maintenant, ton propre corps travaille contre toi. On pouvait aussi te punir par les coups. Et c'est là qu'un autre mythe rassurant s'effondre, celui selon lequel la rudesse militaire antique se limitait à une simple sévérité. Non, le corps du soldat faisait autant partie du système militaire que le bouclier, la lance ou le rempart du camp. On pouvait le corriger à coups. On pouvait le briser pour l'exemple. Les coups n'étaient pas un simple accès de colère. Ils étaient le langage du pouvoir. Par eux, l'armée énonçait une chose très simple. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à l'ordre. Et si tu l'emploies mal, si tu dors quand tu dois veiller, si tu fuis quand tu dois tenir, si tu trembles quand tu dois avancer, ce corps sera ramené à l'obéissance par la douleur. Mais la vraie ignominie n'est même pas dans les bleus. Elle est dans la publicité. Rome punissait rarement à l'abri des regards, parce qu'un châtiment caché agit moins bien. Le système voulait des spectateurs, il voulait le rang. Il voulait des dizaines, des centaines d'yeux qui absorbent la scène et l'appliquent mentalement à eux-mêmes. On fait avancer le coupable non seulement pour le juger, on le fait avancer pour le transformer en avertissement vivant. À cet instant, il cesse d'être un homme avec un nom, des habitudes, des peurs, de la fatigue. Il devient une fonction. Il devient un morceau de preuve que l'armée ne plaisante pas. Et psychologiquement, c'est plus terrible que la douleur physique elle-même. Parce que les coups passent. Mais le souvenir des regards des tiens reste en toi comme du pu sous la peau. Tu dois sentir comment fonctionne cette machine.
Supposons qu'un soldat ait perdu son arme. Pour nous, cela peut sembler une erreur, une négligence, une faute regrettable. Mais dans la logique de Rome, c'est déjà le symptôme d'une pourriture. Si un homme n'a pas su garder ce avec quoi il doit combattre, c'est qu'il n'est pas fiable. Et s'il n'est pas fiable, il est dangereux pour le rang. Et si le rang est menacé par un maillon faible, il faut écraser ce maillon faible, ou du moins le marquer de telle sorte que les autres se mettent à trembler. Il en va de même pour le sommeil au poste. Aujourd'hui, tu lis cela comme une faute de service. Maintenant, imagine une nuit froide, le périmètre obscur du camp, la terre humide sous les pieds, les paupières lourdes qui se collent d'elles-mêmes et un corps poussé à bout par la marche. Le soldat peut s'endormir, non parce qu'il est un lâche, mais parce que son organisme s'éteint déjà. Mais s'il s'est endormi, l'armée ne discutera pas de sa fatigue. Parce qu'une sentinelle endormie, c'est une porte ouverte au massacre. Et donc, sa faute se mesure non aux minutes de sommeil, mais aux cadavres possibles de ses compagnons. Et Rome répondait à cela avec brutalité. Elle pouvait priver non seulement de nourriture, mais aussi de statut. Elle pouvait retirer les signes habituels de la dignité militaire. Elle pouvait imposer un service humiliant, placer l'homme en dessous des autres, rappeler à tous, par chaque regard et chaque geste, « Tu es désormais entaché ». Pour un homme dans les rangs, c'est presque pire qu'une blessure. Une blessure suscite au moins de la compassion. La honte, elle, suscite le dégoût, le mépris, la distance. Et l'armée romaine comprenait très bien le prix du mépris à l'intérieur d'un collectif militaire masculin. Là où les hommes vivent côte à côte, partagent la puanteur, la fatigue, la peur et le danger, être humilié sous les yeux de tous revient à recevoir une marque au fer sur le visage. Et c'est précisément pour cela que le châtiment fonctionnait. Non parce que les Romains auraient été d'exceptionnels maîtres de la douleur, mais parce qu'ils frappaient d'un coup sur 3 niveaux. Le corps, la faim, la place parmi les siens. Tu souffres physiquement, tu souffres intérieurement, parce que le manque de nourriture, l'épuisement, les privations te broient. Et tu souffres socialement, parce qu'on ne te regarde déjà plus de la même manière. C'est dans cette combinaison que résidait la véritable force de la peine romaine. Elle ne faisait pas que faire mal. Elle redessinait la place de l'homme dans l'ordre commun. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est ceci. Tous ces châtiments n'étaient encore que les marches les plus basses de l'escalier. Déjà là, Rome montrait aux soldats qu'on pouvait le frapper, l'humilier, le priver de nourriture, l'exposer à la vue de tous, l'abaisser aux yeux de ses camarades. Mais si la faute était jugée réellement dangereuse, lâcheté au combat, mutinerie, fuite, déshonneur du corps, alors le système montait à un tout autre niveau. Et là, il ne se limitait plus au seul coupable. Là, il commençait à fonctionner comme un hachoir, capable d'engloutir plusieurs hommes d'un coup. C'est là que cesse la cruauté ordinaire et que commence la véritable horreur romaine. Écrivez en commentaire ce qui vous paraît le plus lourd dans ce système. La douleur elle-même, la honte publique, la faim comme châtiment, ou l'idée que Rome frappait non seulement le corps, mais aussi la dignité humaine. Mais tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici
n'est encore qu'un seuil. Priver de ration, battre, humilier devant les rangs, arracher un homme à la dignité commune et l'obliger à porter la honte sur lui comme une seconde peau, oui, c'est cruel. Mais Rome savait aller plus loin, bien plus loin, jusqu'à cet endroit où le châtiment cessait d'être l'affaire d'un seul coupable pour devenir la dissection exemplaire de toute une unité. Et c'est là que l'armée romaine jette ses derniers restes de beaux masques, car à cet instant, elle n'éduque déjà plus. Elle inocule la peur à tous en même temps. D'après les sources antiques, pour des fautes graves comme la panique, la mutinerie ou un déshonneur sérieux du corps, on appliquait des peines collectives, et l'exemple le plus célèbre et le plus terrifiant fut la décimation, l'exécution d'un homme sur 10, désigné par tirage au sort. Les descriptions antiques, comme les synthèses modernes, soulignent qu'il s'agissait d'une mesure rare, exceptionnelle, mais d'autant plus effrayante. Imagine que tu te tiennes non plus seulement à côté du coupable, mais à l'intérieur du groupe déclaré déshonoré. Ici, la pensée « moi, personnellement, je n'ai rien fait » ne te sauve plus. C'est là que résidait la véritable horreur du système romain. Il pouvait regarder une unité comme un seul corps. Si ce corps avait fléchi, reculé, s'était mutiné ou avait laissé se rompre la discipline, le châtiment devait parcourir ce corps tout entier. Pas forcément en détruisant tout le monde, il suffisait de faire en sorte que plus personne ne se sente séparé, innocent, protégé. Lors d'une décimation, on divisait les hommes en groupes de 10, et l'un d'eux était désigné par le sort pour mourir. Dans un certain nombre de descriptions, les 9 autres participaient eux-mêmes à l'exécution, et les survivants étaient encore privés des conditions ordinaires, par exemple nourris d'orge au lieu de blé et forcés de passer la nuit hors du camp. C'est là que l'homme se brise vraiment, parce qu'un châtiment ordinaire te laisse au moins une logique simple. Tu as fauté, tu réponds. C'est terrible, mais compréhensible. Ici, Rome s'enfonce plus profondément. Elle t'oblige à vivre dans un monde où la punition peut venir à toi non seulement pour ta faute, mais pour la décomposition d'une volonté collective. Tu peux te tenir dans les rangs, sentir la sueur refroidir dans ton dos, la bouche se dessécher, le sang battre dans les tempes, et comprendre qu'à cet instant, ce ne sera pas la justice qui décidera, mais le mécanisme de l'intimidation. Peu importe que tu aies été brave individuellement, peu importe comment précisément tu t'es conduit à ce moment-là, si le système a décidé que la tâche couvrait tout le monde, alors la peur doit entrer en tout le monde. Ce n'est déjà plus de la simple discipline, c'est un gouvernement des hommes par le hasard, la honte et la vulnérabilité collective. Et c'est plus effrayant que la mort elle-même, car ici, on ne tue pas seulement le corps. Ici, on tue la confiance. Tu ne peux plus penser au rang comme à une fraternité. Tu ne peux plus croire tout à fait que ceux qui sont près de toi ne sont que des compagnons d'armes. Parce que dans un monde de cette discipline, chacun est lié à chacun, non seulement par une défense commune, mais aussi par le risque commun d'être entraîné dans la honte d'autrui. Un seul fuit, tous trembleront. Un seul rompt l'ordre, un groupe de 10 peut répondre. Un seul brise la tenue commune, et désormais, toute l'unité devient un espace de peur contaminée. C'est précisément là que résidait la logique froide de Rome. Le soldat devait craindre non seulement sa propre lâcheté, mais aussi celle de son voisin. Alors, il se tiendrait non seulement lui-même, mais retiendrait aussi les autres. Alors, la discipline ne serait plus seulement un ordre venu d'en haut, mais une pression intérieure exercée par tout le rang.
C'est pourquoi la décimation est justement associée par les historiens à de graves cas de panique, de mutinerie ou de décomposition collective, et sa rareté ne faisait qu'accroître sa force symbolique. Mais la décimation n'est pas la seule face sombre. Il y a aussi ce que les auteurs antiques décrivent comme l'exécution à coups de bâton ou de pierre, quand le coupable était en fait battu à mort par les siens eux-mêmes après le signal formel du tribun. Dans les sources, cela est lié à des fautes telles que l'abandon de poste, le vol aux dépens des camarades de camp, les faux témoignages et la répétition de graves manquements. Et là encore, Rome révèle sa part la plus sordide. Elle ne se contente pas d'exécuter un soldat. Elle fait de sa mort l'affaire du collectif. Les camarades deviennent l'instrument du châtiment. Ceux avec qui l'homme partageait nourriture, froid, marche et boue deviennent les mains du système qui l'achève. Polybe décrit directement qu'après le contact du bâton, le condamné était battu ou lapidé, et que même si quelqu'un réussissait à s'enfuir, une vie normale ne lui restait de toute façon déjà plus. Sans à quel point tout cela était pensé. Il ne suffisait pas à Rome d'éliminer le coupable. Il lui fallait que la procédure elle-même refonde l'armée. Que chacun de ceux qui assistent à la scène en emporte non pas une leçon abstraite, mais une mémoire corporelle. Le craquement des coups, la poussière sous les pieds, la respiration rauque d'un autre, l'odeur de sueur, de terre, de laine humide et de peur animale qui devient soudain commune. Après cela, tu regardes autrement la garde, l'ordre, les rangs, ton propre tremblement de genoux. Parce que désormais tu sais, Rome ne se contente pas de punir. Elle oblige l'armée à participer au châtiment pour que plus personne ne conserve ni pureté morale, ni distance de sécurité. C'est là que s'achève le mythe de la glorieuse légion comme union d'hommes valeureux liés par l'honneur. En réalité, c'était un système qui fabriquait délibérément une peur collective. Il liait les hommes non seulement par un but commun, mais aussi par la possibilité commune d'être écrasés. Il y a là quelque chose de presque mécanique et de véritablement monstrueux. Rome ne faisait pas confiance à la nature humaine. Elle ne comptait pas sur le fait qu'un soldat serait toujours brave, honnête, rassemblé et fidèle. Elle construisait donc la discipline de telle manière que même un homme faible craigne plus de rompre les rangs que de mourir en les tenant. Les sources concernant les châtiments militaires chez Polybe montrent directement que la sévérité et l'inéluctabilité de la peine étaient envisagées comme un moyen de garantir, par exemple, l'irréprochable tenue de la garde nocturne. Et ce qu'il y a de vraiment glaçant, c'est ceci. Un tel système fonctionnait. Il fonctionnait non parce qu'il rendait les hommes meilleurs. Il les rendait plus dépendants de l'ordre, plus durs envers eux-mêmes et plus soupçonneux les uns envers les autres. Il transformait l'unité en un milieu où chacun comprenait. Si nous fléchissons ensemble, on pourra nous briser ensemble. Si nous nous déshonorons ensemble, la peine aussi peut devenir commune. Ce n'est déjà plus de la simple sévérité militaire. C'est une manière de faire de la peur, le ciment qui tient les rangs plus solidement que les serments et les discours. Dans le chapitre suivant, c'est de là que se dégagera la conclusion principale. Le soldat romain vivait entre deux lames, l'ennemi extérieur et le système intérieur de châtiment, parfois non moins impitoyable.
Écrivez en commentaire ce qui vous effraie le plus. Le tirage au sort de la décimation lui-même, l'idée d'une punition collective pour la faiblesse d'autrui, ou le fait que l'armée romaine forçait les camarades à devenir l'instrument de leur propre châtiment. Et voilà maintenant que tout ce système s'assemble enfin en un tableau entier et glacé. L'armée romaine ne tenait pas seulement par les rangs, le fer et l'art de tuer. Elle tenait par quelque chose de bien plus sombre et de bien plus solide, la peur intérieure. Le soldat de Rome vivait entre deux menaces. Devant lui, l'ennemi, la boue, la lance, la flèche, l'embuscade, le raid nocturne, les rangs brisés, le ventre ouvert, la mort dans les cris et la poussière. Mais derrière lui, à l'intérieur même de l'armée, se tenait une autre force, la sienne, légitime, organisée, ritualisée. Et elle aussi savait briser, humilier et tuer. Les auteurs antiques décrivent directement que les châtiments sévères dans l'armée romaine étaient considérés comme une part nécessaire du maintien de la discipline, surtout là où la faiblesse d'un seul mettait en jeu la vie de beaucoup. Voilà pourquoi le soldat romain obéissait non seulement par sens du devoir, il obéissait parce qu'il comprenait trop bien le prix de l'erreur. Aujourd'hui, il t'est facile d'imaginer l'armée comme un système d'ordre, de règlements et de sanctions disciplinaires. Papier, rapport, tribunal, suspension. Une punition séparée du corps. Mais dans le monde de Rome, tout était différent. Là, la discipline ne flottait pas quelque part au-dessus de l'homme comme une loi abstraite. Elle s'enfonçait directement dans la chair, dans le ventre vide, dans le dos meurtri, dans le visage humilié, dans le souvenir d'un cri devant les rangs, dans la sensation qu'on peut mourir non seulement pour l'Empire, mais aussi par lui. C'est là que se cache la véritable force de ce mécanisme. Il faisait de l'obéissance non pas une opinion, mais un instinct. Et c'est précisément pour cela que l'armée romaine pouvait être aussi solide là où d'autres commençaient à pourrir de l'intérieur. Aucune armée ne se décompose d'un seul coup pendant une longue campagne. D'abord vient la fatigue, puis l'irritation, puis les petites négligences, puis l'un dort un peu trop, l'autre tient mal les rangs, un autre ment, un autre vole ce qui n'est pas à lui, un autre encore recule précisément au moment où il ne le faut pas. C'est de ces riens que naît la catastrophe. Rome le comprenait trop bien. Alors elle frappait non après l'effondrement, mais avant lui, durement, ostensiblement, parfois avec une cruauté excessive, même au regard du monde antique. La décimation elle-même est décrite dans les sources comme une mesure exceptionnelle réservée aux cas les plus graves de déshonneur collectif, de panique ou de mutinerie. Mais son sens n'était pas seulement de tuer un homme sur 10, il s'agissait aussi d'ôter aux autres toute envie même de s'approcher de la limite du désordre général. La vérité la plus désagréable ici, c'est que cette cruauté était rationnelle. Non pas au sens où elle était juste, non pas au sens où elle était humaine, mais au sens où elle était calculée. L'armée romaine ne cherchait pas à rendre le soldat plus noble, elle cherchait à le rendre plus prévisible. Elle n'avait pas besoin d'un beau héros avec un monde intérieur. Elle avait besoin d'un homme qui ne s'endorme pas en faction, ne fuit pas sans ordre, n'abandonne pas son arme, ne rompe pas les rangs, ne contamine pas les autres par sa panique. Et s'il les rompait malgré tout, qu'il devienne un exemple sur lequel le système resserrerait de nouveau ses courroies. Polybe, par exemple,
décrit que des châtiments sévères pour l'abandon de postes et autres fautes semblables devaient maintenir la garde nocturne et les rangs dans un état de fiabilité presque forcé. Et c'est ici que s'effondre définitivement le mythe de la Légion romaine comme fraternité de fiers guerriers. Ce n'était pas une fraternité, c'était une machine où l'homme ne restait précieux qu'aussi longtemps qu'il demeurait utile à l'ordre. Oui, à l'intérieur de la Légion, il y avait la camaraderie, l'habitude de l'épaule voisine, la boue partagée, le froid partagé, la marche partagée, le pain partagé. Mais au-dessus de tout cela se dressait quelque chose de plus fort, le droit du système d'écraser quiconque affaiblissait sa dureté. Le soldat romain pouvait compter sur la protection des rangs tant qu'il ne devenait pas lui-même une menace pour eux. Après cela, les rangs cessaient d'être une maison. Ils devenaient un tribunal. Et pourtant, c'est précisément là que se trouvait le secret de la longévité de la puissance militaire romaine. Non pas dans le fait que leurs soldats n'avaient pas peur, mais dans le fait que leur peur était dirigée au bon endroit. Elle ne se répandait pas en panique informe dans le camp. Elle était canalisée dans la discipline, dans le rituel, dans l'obéissance, dans la sensation constante que la faiblesse n'échappera pas à son prix. Là où d'autres armées pouvaient dépendre de l'humeur d'un commandant, de la chance, du moral ou d'un élan passager, Rome construisait un système dans lequel même un homme épuisé, affamé, terrifié, continuait à faire ce qu'il fallait simplement parce que l'alternative lui paraissait pire encore. Et c'est peut-être là l'essence la plus sombre de toute cette histoire. Rome triomphait non seulement par la force des armes, elle triomphait parce qu'elle avait fait du châtiment une partie de l'architecture militaire, une partie du quotidien, une partie de la psyché du soldat. Voilà pourquoi la question « Comment punissait-on les soldats romains qui enfreignaient les règles ?» mène en réalité à une réponse bien plus dure qu'il n'y paraît. On ne les punissait pas simplement, on les maintenait à l'intérieur d'un système où la douleur, la honte, la faim, la publicité, la responsabilité collective et la peur des siens étaient des instruments de guerre au même titre que le bouclier, l'épée et le camp retranché. C'est précisément pour cela que la Légion romaine était si difficile à briser de l'extérieur. Elle savait trop bien se briser elle-même de l'intérieur avant que l'ennemi ne le fasse. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus frappé, la cruauté même des châtiments, l'idée d'une punition collective ou le fait que le soldat romain devait parfois craindre sa propre armée autant que la lame ennemie.